Donc voilà, je vous ai refilé une adresse simplifiée, parce qu'en fait la vraie adresse pour télécharger le document sur le serveur, c'est celle qui est là au-dessus. Mais je pense que si je vous demandais de taper ça, il y en a certains, 30 minutes après, ils sont toujours en train d'essayer de le faire. Donc je vous ai refilé cette adresse-là, bit.ly/2zuwtla avec les majuscules là où il faut, et ça vous a permis de télécharger le zip. Le zip, vous avez double-cliqué dessus, puisque vous êtes sur un Mac, il faut double-cliquer sur le zip pour le dézipper. Si vous étiez sur un PC, il faudrait faire un clic droit, extraire. Hein, parce que c'est le gros piège du PC, les zips sur PC, quand on double-clique sur eux, on a l'impression qu'on voit ce qu'il y a dedans et qu'on peut l'utiliser, mais en fait ça ne marche pas. Sur PC, il faut vraiment extraire le zip. Ici sur le Mac, vous avez double-cliqué sur lui et vous avez obtenu un dossier qui contient un document InDesign. En fait, c'est un dossier d'assemblage. Quand on veut transférer un document d'un ordinateur vers un autre, on demande à InDesign de faire ce qu'on appelle un dossier d'assemblage. Dans la version anglaise, ça s'appelle un package. Et ça vous fait comme ça un dossier qui contient le document InDesign. Un autre document InDesign qui est spécial, c'est un IDML pour pouvoir ouvrir dans d'anciennes versions de InDesign, si nécessaire. Si vous ne disposez pas de la dernière version de InDesign qui a créé le document INDD, le IDML sera une solution qui peut fonctionner. Un document PDF qui a été généré qui vous permet, même si vous n'avez pas InDesign, de voir en quoi ça consiste, qu'est-ce qu'il y a dans le document. Des instructions, mais là, je n'ai pas rempli les instructions, c'est vide, mais c'est des instructions pour la personne à qui on transfère le dossier. Typiquement, anciennement, c'était à l'imprimeur qu'on donnait les dossiers d'assemblage, et maintenant, on donne plutôt un PDF aux imprimeurs, c'est plus sûr. Il y a un dossier avec des liens, parce qu'un document InDesign utilise des images, et pas seulement des images, ça peut aussi utiliser des tableaux Excel, ça peut utiliser des documents Word. Tout ça, on l'importe dans InDesign. C'est un logiciel qui permet de faire de l'intégration. Et ces images sont quand même assez lourdes. Voilà, ce sont des versions PSD. Vous voyez un peu la taille, 160 mégas, 24, 47. Plus bas, il y a des versions JPEG qui doivent encore traîner. Ah non, elles n'y sont pas. Ok, il n'y a pas de version JPEG ici, il n'y a que des PSD. C'est très bien les PSD, le format Photoshop pour utiliser dans InDesign. C'est très bien, ça permet de faire certaines choses. De la modification non destructive des images. On va tester ça assez vite, vous allez voir. Donc ces images-là sont déjà toutes dans le document. Elles sont utilisées dans le document, à différents endroits d'ailleurs, sur différentes pages du document. Donc ce que vous devez faire ici, c'est... Oui, et je termine par le document des fontes. Donc il est possible malgré tout que quand vous allez ouvrir le document InDesign, ils vous disent qu'il y a des fontes qui sont manquantes. Ça veut dire qu'elles ne sont pas installées dans l'ordinateur. Si vous voulez que le document fonctionne bien, il faudra installer vraiment la fonte manquante, qui doit être donc une de celles qui sont livrées là dans le dossier d'assemblage. Il faudra vraiment l'installer sur l'ordinateur. Mais si c'est le cas, dans le cadre scolaire ici, c'est pas grave, ne le faites pas, ne remplacez pas, n'installez pas la fonte. On va pas s'ennuyer avec ça, mais enfin, dans un vrai contexte de travail, contexte de travail où je reçois un document InDesign, un dossier d'assemblage, si, quand j'ouvre le document, on me dit qu'il y a une fonte manquante, je sais qu'elle est là et que je dois l'installer sur l'ordinateur. Ok, donc vous avez double-cliqué sur le document InDesign et vous êtes tombé là-dessus. Alors pour naviguer dans le document, c'est toujours comme d'habitude dans les logiciels Adobe, la touche Alt et la roulette de la souris. Ça ne marche pas, la roulette de la souris ? La souris ne fonctionne pas. C'est pas grave, c'est très bien, on va utiliser le raccourci clavier. Le raccourci clavier, barre d'espacement et touche commande du Mac, ou contrôle si vous êtes sur un PC un jour. Barre d'espacement, commande, vous avez une petite loupe positive qui apparaît, vous cliquez, ça zoome en avant. Barre d'espacement, commande et Alt, c'est la loupe négative, vous cliquez, ça zoome en arrière. Bon, c'est moins pratique que la roulette, mais pourquoi pas, ça marche. Hein. Donc barre d'espacement, commande, on clique, ça zoome en avant. Barre d'espacement, commande, Alt, ça zoome en arrière. Voilà. Et pour passer d'une page à l'autre, vous avez le petit ascenseur sur le côté, puisque votre roulette ne fonctionne pas non plus. Pour ça. Bien. Alors on va aller dans la palette Page, menu Fenêtre Page, menu Window Pages. Dans la palette Page. Alors la palette Page ici est présentée d'une manière particulière. La vôtre ressemble plutôt à ceci.
Les pages se superposent. On est d'accord? Ah oui, votre palette de pages, elle est peut-être accrochée sur le côté, comme ça. Et vous cliquez sur elle. Puis vous allez la prendre par son onglet, là. Cliquez, glissez, pour la sortir, pour en faire une palette flottante. Donc, votre palette de pages ressemble à ça. Vous allez essayer de l'agrandir avec sa petite case en bas à droite. Comme ça. Et chez moi, j'ai les pages qui se mettent les unes à côté des autres, comme ça. Et pas chez vous, parce qu'il faut enclencher certaines options. Vous avez toujours les pages qui sont l'une au-dessus de l'autre, malgré que vous avez élargi la palette. Donc vous allez dans le menu de la palette. Chaque palette a un menu en haut à droite. Et vous allez demander ici « Voir les pages de manière horizontale ». Afficher les pages horizontalement. Ça va vous mettre les pages qui sont dans la partie inférieure de la palette de pages. Les pages du document vont être présentées à ce moment-là, les unes à côté des autres, comme ça peut être sympa. À condition, bien sûr, que vous ayez élargi la palette, parce que si elle est étroite, ça revient au même que de ne pas avoir enclenché ça. Ensuite, vous allez dans le même menu, vous allez jusqu'à la dernière ligne, options de panneau. Et ici, à Masters, à gabarit, vous allez demander vous allez décocher montrer verticalement. Vous allez décocher afficher verticalement et ça vous met les gabarits l'un à côté de l'autre aussi comme ça. C'est la partie supérieure de la palette de page. C'est quoi? Ce sont des modèles de pages. Alors ces modèles de pages, je les ai faits pour vous. Ils sont particuliers. Ils permettent de faire des mises en page sur base d'un système de grille, mais une grille très simple ici. Donc ça veut dire que toutes les pages que vous voyez là dans la palette de pages sont basées sur le système de la grille, soit sur une grille à 3 colonnes par page, donc cette double page ici, c'est ce qu'on appelle une planche dans InDesign. On a une page de gauche, une page de droite. Donc chaque page a 3 colonnes, celles qui sont basées sur le gabarit B, ou celles qui sont basées sur le gabarit C, elles ont 4 colonnes. Parfois on a fusionné 2 colonnes 2 par 2 pour obtenir 2 larges colonnes. C'est le cas ici, par exemple. Sur la page 10, ce sont 2 petites colonnes qui ont été fusionnées. Par contre, sur la page 3, on voit que les 4 colonnes ont été gardées séparées. Donc c'est très souple au niveau de la mise en page. Une fois que vous avez généré des pages sur base de l'un ou l'autre de ces gabarits, le B ou le C, vous fusionnez des blocs ensemble pour mettre du texte ou des images dedans. C'est le principe. On voit que les gabarits B et C sont basés sur le gabarit A. Ça n'a pas d'importance ici, mais c'est ça que la petite lettre A veut dire. C'est du parentage de gabarit. Mais donc, c'est pas très important ici. Il y a un gabarit spécial qui a été créé au départ de pages du document. C'est des pages dans le document, c'est lesquelles c'est celle avec le crocodile qui s'appelle Odile, bien sûr. Il est là. C'est les pages 2-3 qui ont servi à générer une page de gabarit. Et donc l'idée, c'est que oui, vous avez fait une mise en page pour votre document, mais vous savez que dans un mois, c'est un mensuel, vous allez devoir refaire un document similaire. Ben, vous pouvez stocker une des pages du premier document en tant que gabarit. Il suffira de générer dans le second document un mois après, donc il suffit de générer des pages dans le nouveau document basé là-dessus et de remplacer les images par d'autres, le titre par un autre, le texte par un autre, et vous gardez la même structure, mais rapidement vous faites une mise en page comme ça, c'est l'idée en fait. Hein. Donc il est possible techniquement de générer une page au départ un gabarit au départ d'une page en fait. Hein. Voilà, on peut le faire comme ça, vous voyez. Vous allez activer les pages 8 et 9 ensemble, allez-y. Clic, majuscule clic pour qu'elles soient toutes les deux sélectionnées. Et dans le menu de la palette des pages, vous demandez gabarit, enregistrer en tant que gabarit. Résultat, vous avez là, enfin ça dépend de la largeur de votre palette bien sûr, ça pourrait être aussi là, voilà. Vous avez stocké la page en tant que gabarit pour pouvoir réutiliser ça.